parce que les élus de la fédération ont considéré à un moment qu'on vivait une révolution d'aménagement du territoire. Alors, c'est quoi cette révolution d'aménagement? C'est des enjeux, on l'a vu, climatiques importants, qui accélèrent les risques naturels, qui nous obligent à nous interroger sur l'érosion de la biodiversité, la manière dont on a aménagé ces dernières années. Mais c'est aussi de multiples autres sujets, comme par exemple les enjeux de réindustrialisation qui ont été mis en relief notamment au moment de la crise du Covid, des enjeux de mutation du commerce qui sont en cours. On a évoqué tout à l'heure les questions démographiques avec un enjeu très fort d'adaptation des territoires au vieillissement de la population et sur lesquels aujourd'hui on se rend bien compte que les politiques publiques sont encore assez distantes. On a des enjeux de souveraineté alimentaire qu'on sous-estime aussi en lien avec ces questions de dérèglement climatique ou de pression sur la disponibilité de la ressource en eau. On a des enjeux de souveraineté énergétique qu'on a touché du doigt et qu'on reverra sûrement dans les prochaines années. On a eu un hiver plutôt clément l'hiver dernier, mais où en est-on de notre souveraineté énergétique et de notre capacité à répondre aux besoins? Et puis, bien sûr, toute la question des risques sur lesquels aujourd'hui on a une vision encore peut-être pas assez intégrée sur la question du risque d'incendie, sur les températures, les villes qui vont passer à 50 degrés, et donc une nécessité de revoir ces nouveaux modèles. Alors, on a fait une étude pour se dire, mais c'est quoi les nouveaux modèles d'aménagement des territoires et quelles pistes on peut donner, notamment dans la génération de documents que nos élus et les techniciens vont accompagner, la stratégie territoriale des SCOT modernisée qui doit asseoir les grandes lignes stratégiques de la transformation des territoires et sa déclinaison en urbanisme opérationnel, mais aussi dans les différentes politiques sectorielles, dans les projets et bien sûr dans la contractualisation des territoires. Si on ne coordonne pas la chaîne de commandement du bloc local, on n'arrivera pas à faire ces transformations. Et l'autre sujet en termes de nouveaux modèles, c'est bien sûr les deux grandes trajectoires que nos élus et les techniciens ont à construire, la trajectoire de sobriété foncière et la trajectoire de décarbonation. Donc sur les pistes, et je m'arrêterai là, c'est 5 grands axes. C'est revoir la question des besoins. Je pense que le film qu'on a vu illustre c'est quoi les besoins de demain. Est-ce qu'on doit les regarder exactement de la façon dont on les a regardés? On a une question d'acceptabilité sociale. On va avoir la question aussi du sentimental et de l'acceptabilité de ce qu'on peut voir se transformer dans nos territoires. Mais c'est aussi les questions de santé demain, les questions de formes urbaines qu'on va accepter de voir évoluer. Il y a la question de la densité, qui est la question la plus compliquée. Si on est plus sobre, on doit être plus dense. Et donc, comment est-ce qu'on va faire un urbanisme de contrepartie pour apporter aussi du bénéfice aux habitants qui sont déjà là quand on va développer nos territoires? Il y a la question des espaces non bâtis, un sujet qu'on a très mal regardé ces dernières années. On en a fait notre sujet de rencontre nationale des SCOT, avec l'enjeu, il y a 10% du territoire français qui est urbanisé. Il est certes étalé en partie, mais est-ce qu'on est capable de construire un projet de transition sur tous les espaces non bâtis en faisant l'épicentre des transitions? Sur les questions d'eau, on va perdre entre 20 et 40% de ressources. Est-ce qu'on peut retravailler le grand cycle de l'eau? On peut rajouter des puits de carbone, on peut travailler le rafraîchissement en mettant du verre sur le verre, par exemple. Et puis, les questions économiques, on l'a vu, c'est quoi la création de valeur demain dans les territoires? Est-ce qu'elle passe uniquement par des zones dédiées économiques comme on l'a fait pendant longtemps? Est-ce qu'on va au contraire diversifier les formes de valeur autour des questions énergétiques, autour des questions agricoles? Et puis, dernier sujet, la question du dialogue entre les acteurs, ça a été évoqué. Personne n'a la solution tout seul. Si on doit se transformer, chacun un bout de la solution. Les acteurs privés sont concernés, les acteurs associatifs, les habitants et les acteurs publics. Et donc, comment on peut recréer des écosystèmes dans les territoires pour accompagner à la fois l'identification des bons enjeux, des bonnes trajectoires et surtout des solutions. Peut-être première question, vous disiez les élus en fait, sont favorables au principe de la sobriété. Le film nous l'a indiqué, il y a peu intellectuellement de doute, mais vous constatez tout de même que les positions peuvent se raidir, que les tensions sont là. Il y a ceux qui sont du côté de la contrainte, qui voient tout sur le prisme de la contrainte, et d'autres qui en font peut-être déjà un levier pour le changement. Est-ce que vous pourriez nous faire part de vos observations et surtout de vos espoirs, de ce qui fonctionne, de ce qui avance? Je suis obligé d'emprunter votre micro puisque celui-ci ne fonctionne pas apparemment. Il y a encore une fois, bonjour à toutes et à tous, mais je crois que je suis intervenu, la majorité d'entre vous étaient là, très là.
très grande majorité. Alors, effectivement, aujourd'hui, il s'agit de convaincre, même si les élus, globalement, quand on a lancé un sondage au niveau de la Fédé, on a eu 1600 répondants et on a eu un niveau de participation qui était important. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on avait des gens qui faisaient des SCOT, des présidents d'intercommunalité, des élus tout court. 1600, ça devient un sondage assez crédible. Hein. Généralement, sur ce type de sondage, il fallait quand même plus d'une demi-heure pour répondre au sondage. Donc, ça signifie que les gens ont voulu s'investir sur le sujet. Et 70% des élus concernés affirment effectivement qu'ils sont convaincus de la nécessité de la sobriété foncière, par exemple. Et puis, ils émettent aussi des inquiétudes, mais des inquiétudes, je dirais, plutôt positives. Ils ont une volonté de pouvoir concilier le développement économique, ça a été largement évoqué dans le film, avec cette sobriété foncière. Parfois, ils peuvent avoir des doutes. Ils ont la crainte de voir de nouveau un affrontement rural-urbain. Mais je crois qu'il faut surtout ce qu'il faut retenir, c'est que, effectivement, la loi, quelque part, contraint et obligé à se bouger. Et même si, dans l'intention, tout le monde était conscient, le fait de la loi, eh bien, les élus estiment leur a permis de s'interroger sur les pratiques d'aménagement et puis maintenant de travailler vraiment à une stratégie foncière, de renforcer les prises de conscience autour des enjeux fonciers et de réfléchir à la manière de changer les trajectoires pour répondre aux transitions. Donc on sent vraiment qu'il y a aujourd'hui une modification assez sensible. Et puis, comme je le disais en intro, le dérèglement climatique est tellement visible, l'érosion de la biodiversité également, qu'il y a, je crois, une prise de conscience qui est intéressante et qu'il faut donc travailler ces sujets. Alors, le film ne parle jamais des SCOT, mais je voudrais dire quand même que le SCOT est un outil intéressant, surtout le SCOT modernisé, parce que c'est le projet d'aménagement stratégique qui est aujourd'hui la politique et souvent la vision politique à 20 ans du projet et du territoire. Et souvent, 58% des SCOT ne sont pas mono-EPCI, ou 42% sont mono-EPCI, mais quand ils sont mono-EPCI, ils ont souvent participé à réaliser des intercommunalités, ils sont à l'origine de la création d'intercommunalités, et aujourd'hui, le SCOT doit vraiment être décliné. Et là, les directeurs généraux, vous avez un rôle très important à jouer, c'est-à-dire que ces politiques soient déclinées et qu'elles soient coordonnées aussi avec les autres acteurs auxquels on contractualise, notamment les départements. La région, normalement, on intègre le SRADET, donc on doit être en cohérence avec la région, mais encore souvent, on constate que ces politiques ne sont pas toujours cohérentes les unes avec les autres. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans un SCOT modernisé, on est sur 3 piliers. Il a le développement économique, ensuite les services à la population, avec l'habitat, les infrastructures, les équipements, etc. Et puis, le 3e pilier, qui devient aujourd'hui essentiel, c'est celui des transitions. Toutes les transitions. Donc, ce à quoi nous devons arriver, c'est de faire en sorte que les transitions soient partout, dans toutes nos politiques. Je ne sais pas s'il faut, comme le disait Martin Magnier, mettre un élu à chaque fonction. Ce qu'il faut travailler, et il y a des outils qui peuvent nous aider. Il y a bien sûr la déclinaison du SCOT, mais par exemple, quand on voit des labels comme territoire engagé, avant Citergy, maintenant territoire engagé pour la transition écologique, je trouve que ce sont de bons outils à l'échelle de nos intercos, ensuite pour décliner les objectifs qu'on avait mis dans le SCOT, parce qu'il y a des revues, etc., qui sont faites régulièrement tous les ans ou tous les 2 ans. Et il faut que, d'une part, dans nos administrations et que nous, élus, nous ayons chaque fois et systématiquement
que nous abordions ces sujets de façon tout à fait transversale. Et puis, il nous faut en permanence réinventer des modèles. On a pas mal parlé de zones économiques, etc. Aujourd'hui, il faut se poser les vraies questions. Alors, veut-on du développement économique? On voit qu'aujourd'hui, dans le pays, on assiste à une véritable réindustrialisation et à des relocalisations, et que d'autre part, l'objectif zéro émission nette de 2050 génère des investissements industriels qui sont considérables, notamment dans la fabrication de carburants qui se substituent au kérosène, dans la fabrication de biocarbone, etc. Donc on aura besoin de ces entreprises et de ces usines sur nos territoires, mais évidemment elles vont être consommatrices d'espace. Et il faudra arriver aussi à imaginer toutes nos zones d'activité différemment. Donc, je résume, un SCOT qui fait un projet d'aménagement stratégique à 20 ans, décliné déjà avec un bras armé qui est le PSC-AET, et ensuite qui doit être décliné en toute cohérence avec sur le territoire, dans les politiques et dans l'urbanisme après opérationnel. Alors la difficulté, elle consiste, ça a toujours été comme ça, mais je trouve qu'on progresse, c'est que on vote le SCOT, c'est un projet stratégique, ça c'est bien pour tout le monde, et après tout d'un coup on redescend, alors surtout quand on n'a pas de PLUI, on redescend au niveau du PLU, et là on n'a plus tout à fait la même vision. Tout à l'heure, le Président, vous évoquiez la démographie. Je crois que c'est un véritable sujet, mais là, il y a encore tout un travail d'acculturation à faire. Ceci dit, la loi nous bouscule, la loi nous oblige de bouger. Ce que j'ai envie de réclamer, moi, aux législateurs, enfin, ça fait maintenant 3 ans que la loi a été votée, que les compteurs tournent en matière de consommation foncière. À quand une loi qui mette la fiscalité en cohérence avec les objectifs de zéro artificialisation nette? Je crois que là, c'est absolument incroyable ce qu'on vit, puisque la fiscalité va complètement à l'encontre des injonctions de la loi. Une loi qui parfois paraît contradictoire dans ses injonctions, mais dont il faudra bien s'approprier et travailler le sujet. Donc il y a un gros travail de pédagogie à faire. Je pense qu'il est fait, on l'a vu à travers les prises de conscience, on l'a vu à travers ce film, et puis on le voit sur le terrain. Mais vraiment, je pense qu'il faut se décliner, et ça, les directeurs généraux qui doivent décliner les politiques des élus peuvent aussi les conduire et les assister et les sensibiliser à ces problématiques, et de bien intégrer ce qu'on a imaginé pour 20 ans dans un territoire qu'on veut assez vaste. Et après, le décliner plus localement. Merci Michel Ayerich. Vous aurez l'occasion de revenir sur certains points, et je vous interpellerai. Laetitia, je n'écorcherai pas votre prénom, Delorme, vous êtes directrice du SCOT du Pays Basque et du Seignan, si je le dis bien aussi. Je voulais vous poser une question toute simple, parce que vous m'avez dit ce que ça représentait, mais je voudrais que vous le disiez ici. Que représente pour vous le ZAN? Vous avez une expression, mais vous avez dit c'est en aucun cas un objectif, c'est plutôt un moyen pour faire autre chose, probablement un levier. Donc, que représente ce ZAN? Comment vous vous en êtes emparé, et ce qu'il vous a permis ou doit permettre de faire en acte? Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je représente un territoire composé, alors je fais partie des syndicats de SCOT, donc des 58%, d'une très grande collectivité, la communauté Pays Basque, qui représente, nous on a un territoire de 166 communes, la communauté Pays Basque en représente 158, et nous avons une autre intercommunalité toute petite de 8 communes, et qui en plus est dans les Landes. Donc on est à cheval sur 2 départements, mais comme dans la seconde table ronde, le DGS de la communauté d'agglomération, Rémi Bochard, intervient également. Voilà, ça vous permettra aussi d'avoir un peu le double regard en fait sur des enjeux similaires, et comment effectivement on appréhende ce sujet, peut-être différemment d'ailleurs. Effectivement, cette question du ZAN, alors moi j'aime pas trop parler de ZAN, je préfère parler de sobriété foncière. En fait, alors
C'est un électrochoc parce que finalement, en crispant les élus et en crispant un peu l'écosystème institutionnel, ça oblige à se poser des questions de fond. Par contre, alors en fait, je pense que c'est surtout effectivement pas du tout un objectif, mais un moyen pour aborder une question le terme a été peu employé, alors il peut paraître un peu technique. Nous, on parle de résilience des territoires, parce qu'aujourd'hui, finalement, les Scott, mais je pense que l'ensemble des politiques publiques, la question qu'on a à se poser, c'est comment, en fait, demain, on est résilient, enfin, dès aujourd'hui, on est résilient. Comment est-ce qu'on est en capacité de s'adapter, de résister, éventuellement de corriger, en fait, les chocs, les risques, les aléas, enfin, ce qu'on vit, et qui ne va pas cesser, en fait, de se préciser. Donc, il faut qu'on soit tout entier, en fait, orienté vers ça. Et le ZAN, avec cette notion d'artificialisation, fondamentalement, a questionné un petit peu, justement, comment on est face à cette question des règlements climatiques, mais également de raréfaction des ressources. C'est pas lié. La raréfaction des ressources et le dérèglement climatique, par contre, tout est lié à nos modes de vie. Et je pense que c'est la question que ça soulève. Tout à l'heure, dans le film, qui est vraiment excellent et qui je trouve, traverse tous les sujets, c'est vrai que l'enjeu, il est vertigineux. Et nous, dans l'élaboration de notre Scott, pour pas se laisser happer justement par face à ce vertige, comment on fait, on est parti de trucs assez simples. Et je pense qu'on a la chance, en fait, d'avoir une grande partie des solutions sous nos yeux. Alors, sur la question, parce que vous avez aussi questionné sur concrètement, en fait, parce que je pense que je suis peut-être la plus à même de parler concrètement, en fait, la manière dont nos territoires se sont constitués, dont nos villes et nos villages sont constitués, en fait, historiquement, ils étaient éminemment résilients. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste une histoire de 50 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle de quelque chose, on aurait un modèle de développement qu'on aurait à re-questionner, tout ça comme si c'était un truc historique, alors que fondamentalement, non. C'est juste le fait qu'on avait de l'énergie pas chère et qu'on a eu un mode de développement qui n'était plus en prise directe avec notre environnement. Donc, d'autres avant nous ont su le faire. Alors, je ne suis pas du tout en train de revenir au temps des Amish. Je suis en train de juste vous sensibiliser au fait que nous avons en fait des héritages qui méritent d'être réinvestis. Alors, et c'est vrai sur tous les territoires. Je veux dire, pour ceux qui sont déjà venus au Pays Basque ou dans les Landes, effectivement, quand on nous questionne sur les formes urbaines, c'est vrai qu'on a des formes urbaines en plus qui sont très valorisées et qui font qu'on a une image très positive. Vous savez qu'on fait aussi n'importe quoi, on a aussi tartiné du lotissement, et que par contre, il faut qu'on réinvestisse nos centralités, nos centres-villages, nos centres-villes, nos centres-bourgs, parce qu'ils sont vraiment porteurs de choses très très intéressantes. Donc, et ça, c'est à la portée de tous. Et le modèle de développement, et vous dire, il faut sortir de la tyrannie du tableur Excel, en fait. C'est insupportable. Et c'est ce qu'a introduit la loi, et que maintenant on se compare avec des pourcentages. Alors, on ne parle plus de projet. Alors, c'est pour ça que je pense qu'on peut travailler concrètement avec les élus sur justement comment chacun voit l'évolution de sa ville demain, comment ils voient leur village. Ça, c'est extrêmement intéressant. On peut vraiment faire un travail de proximité pour voir cette évolution, aussi bien sur le résidentiel, sur l'offre de services, que sur les questions économiques. C'est une grande partie de la réponse, elle est dans le déjà là. En fait, on va faire avec ce qu'on a. Il faut qu'on fasse avec nos ressources existantes, ce qui existe déjà, pour limiter justement notre impact sur la planète. Donc, pour ça, ça questionne les métiers, c'était assez bien exprimé. Et je pense qu'il faut qu'effectivement on sorte des silos. Parce que questionner, c'est pas juste un sujet d'urbanisme en fait, questionner le ZAN. Ça questionne des métiers très différents. Et en ce sens, c'est très intéressant aussi de travailler étroitement avec justement nos collectivités membres, à se questionner sur la nature des métiers nécessaires. Et c'est là où on commence à faire de la transversalité. C'est-à-dire que questionner la sobriété foncière, certes, c'est avoir un regard d'expert foncier, on travaille avec des EPFL, mais c'est aussi avoir un regard sur la dimension un peu fiscale, comment les questions des transmissions qui sont très importantes en fait pour les individus. En fait, si on y amène aussi des réponses
réponse, on trouvera aussi d'autres solutions. Travailler aussi sur la dimension sociale et sensible, travailler avec des psychosociologues sur l'acceptabilité, c'est peut-être aussi très très intéressant. Travailler avec des paysagistes, avec des agronomes, la question des sols, parce qu'en fait, ce que ça introduit, en fait, c'est la question des sols, c'est-à-dire la nécessité de préserver les sols. Tous les sols ne se valent pas, et même en ville. Donc en fait, ça nous oblige à vraiment avoir un regard assez fin sur ces aspects-là. Donc sortir des silos et muscler l'action publique. Clairement, en fait, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que ça replace l'action publique, la vision des élus, le volontarisme, en fait, et d'avoir une vision qui dure dans le temps, c'est-à-dire être clair, et se dire maintenant, on oriente en fait toutes nos politiques publiques au service de cet objectif que moi je vais appeler résilience. Donc au service de la résilience des territoires. Alors ça, c'est ça le vrai défi. Et pour boucler, Martin Vanier évoquait tout à l'heure en conclusion, enfin dans le film, il évoquait en conclusion qu'il fallait que tout change pour que tout demeure, donc hashtag le guépard, ou presque. Moi j'aurais envie de le questionner sur est-ce que tout doit demeurer? Peut-être pas. C'est peut-être que, est-ce que c'est pas l'essentiel? Et donc il faut qu'on ait un débat sur c'est quoi l'essentiel, c'est quoi les essentiels sur les territoires que nous devons préserver. Parce que la question de fond, en fait, c'est celle-ci. En tout cas, mon point de vue. Je note la question, il sera là parmi nous tout à l'heure. On la lui posera, reposera. Il est peut-être déjà là. Merci beaucoup. Frédéric Duché, vous êtes président de Seine-Normandie Agglomération. Alors, on pourrait dire, vous nous avez dit, Lausanne, c'est pas très glamour, effectivement, si on le rapproche d'un tableur Excel, ce n'est pas très glamour, je vous confirme. Vous dites que c'est un peu de la nitroglycérine, c'est un peu politiquement délicat à manier, et pourtant votre expérience prouve que lorsqu'on fait preuve de pédagogie, lorsqu'on tricote une conversation, un récit, des choses très concrètes avec les élus, il est possible d'avancer. Donc c'est aussi ce témoignage que l'on vous demande de nous résumer avec force de conviction. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être présenter rapidement ma communauté d'agglomération. C'est une communauté d'agglomération à côté de celle du président Petit, sur l'axe Seine, à 1 heure de Paris. C'est 61 communes, 85 000 habitants. La plus grande commune, c'est 25 000 habitants. La plus petite, 140 habitants. Et donc, on est sous pression foncière de la région francilienne. Et évidemment, le zéro artificialisation nette, ou la sobriété foncière, je préfère également ce terme, nous a impacté profondément. Elle nous a fait réagir sur le manque d'outils et sur la pertinence des outils qu'il fallait avoir. Nous sommes une communauté d'agglomération récente, créée en 2017, suite à la loi NOTRe, avec 2 communautés de communes et une communauté d'agglomération. Donc il a fallu reconstituer l'intégralité des outils. Et ça fait 2 mandats, je suis à mon 2e mandat de président. Je me suis heurté sur les deux débuts de mandat à une obstruction sur la mise en place du PLU par les communes qui ne souhaitaient pas perdre leur droit des sols, comme ils le disent à chaque fois. Et je me suis rendu compte qu'avec le zéro artificialisation nette, on était vraiment dans la difficulté de ne pas avoir de PLUI, puisque nous n'avions aucun outil. Et donc nous avons vu les compteurs défiler, puisqu'ils commençaient à partir de 2021, avec un reste à urbaniser très faible, avec des coûts partis impossibles à arrêter. Et impossible à arrêter tant que nous n'avons pas ces outils. Donc ça, c'est le premier point. Sur la législation et le législateur, après je vais revenir sur la forme, moi j'ai envie de demander au législateur de caler les choses une bonne fois pour toutes. La garantie communale, elle a mis un bazar énorme dans nos collectivités. Parce qu'on partait d'une loi qui n'était déjà pas très explicite, où les décrets d'application ont mis beaucoup de temps à sortir, où les versions entre la DDTM, la centrale parisienne n'étaient pas les mêmes sur la consommation des NAF. On repasse par le Sénat parce qu'il y a eu du lobbying, il faut dire les choses telles qu'elles sont, pour obtenir une garantie communale à 1 hectare. Oui, bien sûr, c'est toujours le même problème, mais c'est aussi une des vraies difficultés. Je dirais qu'on est coincé entre ce cadencement législatif intense depuis 2017, loi NOTRe, loi climat, résilience, etc., nos propres amélioration de structure, je reviendrai sur la structure de l'agglomération après, et puis des élus qui ne sont pas forcément enclins. Ils sont, vous l'avez dit, il
il n'y a plus de problème de sobriété foncière. Ils ont bien compris, il n'y a plus de climato-sceptiques. Mais il y a quand même une forme de NIMBY écologique. Et la sobriété foncière, très bien, mais pas chez moi. Parce que moi, il faut que je maintienne mon école, parce que moi, j'ai un projet de lotissement qui va m'apporter des nouveaux habitants, etc. Ils ne réfléchissent même pas aujourd'hui aux politiques de peuplement sur leur collectivité. Les élus restent encore sur des vieux modèles. Dès le démarrage de l'agglomération, nous avons décidé, sur les 3 piliers qu'évoquait le président Henrich, d'avoir un vrai pilier transition écologique, qu'on appelle le fil vert chez nous, et on a mis, pour le coup, en avance de phase, les services là-dessus. La transversalité, je vais vous donner un exemple, ça va peut-être choquer certains directeurs, mais on est vraiment dans du flex office. Aujourd'hui, tous les DGA, ils sont dans le même bureau. Et ça change considérablement la chose pour les échanges transversaux sur les différents projets. Donc ça, on le met en place. Au niveau, l'environnement reste quelque chose de central dans notre agglomération, puisque évidemment, grand cycle de l'eau, déchets, instruction du droit des sols pour notre intercommunalité, on a cette vision. Il nous manque encore des outils, il faut beaucoup de pédagogie, ça prendra beaucoup de temps. Il faut un cadre juridique calé, qui ne soit pas mouvant en fonction des alternances politiques, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a besoin de stabilité, et l'environnement a été un sujet politique, ça ne l'est plus. Je ne viens pas de cette famille-là, je viens d'une autre famille politique. Pour autant, je suis absolument convaincu de la nécessité qu'il faille faire quelque chose pour que, évidemment, ne bouge pas forcément, mais que nous puissions rechanger, enfin, que ça ne soit pas aussi difficile que nous pouvons le vivre aujourd'hui. Donc c'est vraiment très très important d'être dans cette dimension. Voilà ce que je voulais vous donner comme témoignage, évidemment. Je vais répondre à toutes vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Didier Locatelli, on vous a entendu écouter dans cette séquence vidéo, vous dites toujours avec beaucoup de force, ils ne sont pas si nombreux que ça, que la promesse de l'égalité territoriale versus dans son origine, sa promesse historique, c'est-à-dire qui date des lois de 82 et suivantes, n'est plus tenable en l'état. Qu'est-ce qu'on peut faire pour activer, je ne sais pas, un déclic? Il est temps urgent de changer de modèle, de quitter de vieux réflexes. Est-ce que depuis que le film d'ailleurs et les rencontres que vous avez faites se sont déroulées, est-ce qu'il y a des ajustements, des déclics qui sont en train de se produire, ou est-ce que c'est encore réinventé, prend un petit peu de temps? Oui, bonjour à tous. Oui, l'aménagement du territoire tel qu'on le connaît aujourd'hui, je reprends le propos de Laetitia, en fait c'est 60 ans d'histoire de l'urbanisme, c'est très court. C'est le produit de deux phénomènes, la mise en œuvre de l'urbanisme fonctionnaliste, c'est-à-dire que je sépare les fonctions par usage, je mets l'habitat d'un côté, l'économie de l'autre, voilà, et on continue, on va avec l'économie, on continue à faire ça. Et c'est un urbanisme sur sa voiture, et c'est la décentralisation. Dans la décentralisation, il y a deux promesses, la promesse d'égalité territoriale qui est en fait un droit au développement de tous les territoires. Et effectivement, on vient sur du NIMBY territorial. Et la question de l'autonomie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il y a la question de l'égalité, il y a la question de l'autonomie, c'est l'autonomie politique, c'est l'autonomie financière, mais c'est aussi l'autonomie fonctionnelle. Et c'est ça qui va mettre en concurrence les territoires. Donc on est aujourd'hui le produit de tout ça, 60 ans d'histoire d'urbanisme, avant ça ne fonctionnait pas comme ça, c'est l'éclatement des fonctions, c'est la déstabilisation des centralités. Et en France, on a peu de grandes centralités, on a beaucoup de centralités intermédiaires et de centralités rurales, et effectivement, c'est une dépendance à la voiture dont on voit aujourd'hui qu'on n'arrive pas à sortir. La question, c'est comment on sort de ça. On prend la question de l'économie. Il y a 24 000 à peu près sur les 10 dernières années hectares artificialisés, il y en a 6 000 sur les zones dédiées. Les zones dédiées, c'est au départ pourquoi? Pour accueillir des activités incompatibles avec l'habitat. Aujourd'hui, on a à peu près 80% d'emplois tertiaires et 12% d'emplois industriels. C'est relativement stable. Et 50% des emplois sont en zone dédiée. Et quand on regarde une dernière étude de l'INSEE en 2023, elle montre que 7 entreprises sur 10 qui sont installées en zone dédiée venaient du diffus, on continue, et que 8 entreprises sur 10 avaient fait moins de 10 km. Donc tant qu'on reste dans des logiques de concurrence entre les territoires, je rappelle, il y a 306 zones d'emploi et 1254 EPCI. La plupart des EPCI ne sont pas les territoires d'emploi. Quelques-uns le sont, mais la plupart... Tant qu'on reste dans ces sujets-là,
Tant qu'on reste dans l'urbanisme fonctionnaliste, on continue à considérer que la zone dédiée, c'est la seule réponse, au lieu de dire toutes les activités compatibles avec l'habitat, je les remets dans les centralités, les grandes, mais aussi les petites. Effectivement, je ne change pas de modèle, et on est dans une logique où on va négocier, mais on ne change pas de modèle, on n'est pas au rendez-vous quand on fait ça. Donc en fait, le ZAN, de mon point de vue, c'est une opportunité extraordinaire pour fermer la parenthèse de l'urbanisme fonctionnaliste et pour effectivement basculer dans des logiques de coopération entre les collectivités et sortir de ces logiques de concurrence. Nicolas Asselet, président du SCOT de l'arrondissement de Vendôme, donc Loire-et-Cher, région Centre-Val de Loire. Je rebondis tout de suite sur ce que vous dites sur l'État. Pour la deuxième fois en un an, je vais aller présenter, alors on a un SCOT modernisé, on l'avait lancé en 2017, les ordonnances de la loi Elan sont venues en cours de route, on a fait le choix d'anticiper les ordonnances, de les intégrer de manière à renforcer cette dimension stratégique et d'expression politique stratégique du SCOT. Pour la deuxième fois en un an, parce qu'on a changé de sous-préfet, systématiquement maintenant, je propose au sous-préfet de l'arrondissement de venir, alors on a concordance du territoire, lui présenter le SCOT. Là, j'ai proposé aussi au préfet de département, dire voilà, on a un SCOT qui est modernisé, sur la tête qu'auront les SCOT de votre territoire dans quelques années. Je surfe sur cette occasion-là, mais c'est une façon aussi, et c'est aussi notre rôle d'élu, d'aller indirectement former ces deux niveaux de cadre de l'État et les former en incarnant le discours sur le territoire qu'ils sont appelés à servir. Donc voilà juste ce témoignage-là. On a aussi notre responsabilité d'élu de nourrir les serviteurs de l'État et de ne pas attendre toujours d'eux des choses. C'est ce que vous aviez d'ailleurs relevé tous deux, et en particulier président Heinrich. En fait, vous prenez aussi votre bâton de formateur des services de l'État, du préfet, qui nécessitent qu'on les informe sur le ZAN, sur le SCOT, sur la façon dont ça se passe. Peut-être, Monsieur le Président et Frédéric Duché, une réaction Oui, bon, enfin, je confirme ce qui a été dit par Nicolas Asselet. Moi, il y a quand même des prises de conscience aussi de la part de l'État. Je peux vous citer le cas, je nommerai pas la région, mais dans une région, le préfet de région a réuni tous ses préfets et nous a demandé de venir évoquer notamment la loi climat et résilience pour connaître le point de vue des élus. Et c'est vrai qu'eux-mêmes sont parfois impressionnés par ce qu'ils doivent mettre en œuvre. Et ils sont aussi, ils tiennent à avoir aussi à arriver à un consensus, mais aussi à faire progresser tout le monde. Et ils s'appuient sur nous. Ça ne peut marcher qu'avec un dialogue très intense, je pense, avec l'État local. Et alors, la difficulté, peut-être, à l'échelle du territoire, c'est que les États locaux ne sont pas les mêmes partout. Voilà, et qu'on observe des disparités. Mais globalement, c'est quand même la démarche que nous devons avoir. Il faut qu'on soit proactif et donc, globalement, je crois qu'on peut avoir une assez bonne écoute, et parfois c'est même un soulagement qu'on vienne pour eux, que nous venions nous exprimer. Sur la gouvernance, je vais rassurer monsieur. Il y a une expression en Normandie, on dit ça va comme c'est mené. Donc il faut mener ces politiques et il faut être volontariste pour les faire passer. Je vous ai parlé du zéro artificialisation nette, bien entendu, parce que c'est l'actualité du moment et c'est l'actualité qui nous active. Mais j'ai oublié de vous signaler que nous sommes le premier territoire, la première agglomération du département de l'Eure à avoir mis en place un PCAET, un plan alimentaire territorial, sans que cela ne suscite aucune difficulté avec les élus. Donc il y a bien cette acculturation des nouveaux élus sur des sujets. Après, évidemment, un PCAET ou un plan alimentaire territorial, ça ne vous impacte pas directement dans votre commune. C'est assez global. Et sur les rapports avec l'État, il faut que l'État soit courageux. Régis a parlé tout à l'heure du choc démographique qui va arriver. Je partage tout à fait cette analyse sur le choc démographique. Il faut avoir des responsables d'administration centrale qui soient en capacité, à l'exemple de notre DAZEN, qui n'hésite pas aujourd'hui à faire la tournée dans les communes, à expliquer que les écoles, elles vont fermer en milieu rural et qu'il faut commencer la réflexion autour des friches scolaires, parce que ça, c'est aussi faire preuve de courage et de responsabilité. Et si on veut un État fort, il faut que l'État soit aussi courageux dans son propos. Et effectivement, on a autant d'États que de préfets ou de sous-préfets parfois, et même dans un département, il peut y avoir plusieurs voix discordantes entre le préfet et le sous-préfet, même si ça ne dure jamais très longtemps pour le sous-préfet. Généralement, il se fait rattraper rapidement par la patrouille, mais c'est aussi une difficulté que nous avons.
Pardon, si vous permettez, je reprends le... il y a vraiment un discours à tenir, en tous les cas, moi, à l'échelle de mon EPCI et de mon SCOT, il faut modifier l'approche, notamment sur la problématique de la démographie, qu'on a vis-à-vis pour nos élus. Et je trouve que ça marche quand on leur dit qu'aujourd'hui, un bon maire, c'est un maire qui fait une belle commune, qualitative, qui prend en compte toutes ces problématiques de transition, et ce n'est pas forcément un maire qui gagne des habitants. Longtemps, un bon maire, c'était un maire qui gagne bien des habitants. Donc ça reste encore quelques séquelles là-dedans. Mais c'est quand même le discours qu'on doit tenir. Et finalement, ça finit par marcher. Comment on a fait le choix de dire aux précédentes rencontres nationales des SCOT à Nîmes, l'an dernier, le thème c'était choisir pour ne pas subir, aménager autrement, choisir pour ne pas subir. Je crois que voilà, c'est des inventions qu'il faut absolument marteler, comme cette année on a travaillé sur du vert sur le vert. On avait intitulé une rencontre 50 nuances de vert, on aurait pu les intituler 50 nuances de bleu. Je crois que ce qui est important, c'est aussi de sensibiliser, on ne l'a peut-être pas dit assez, enfin on l'a dit un peu, c'est que on a 90% du territoire qui n'est pas bâti. Longtemps, on a préservé ce territoire. Alors, le SCOT de SRU de 2000, c'était de dire il faut préserver la forêt, les espaces naturels, l'agriculture. Aujourd'hui, il faut que ces 90% du territoire deviennent vraiment les acteurs des transitions. On a dit l'épicentre de toutes les transitions. C'est vrai pour la diversité, c'est vrai pour le rafraîchissement, c'est vrai pour l'énergie, tous les sujets comme ça. Et c'est vrai que ça oblige à changer de logiciel, mais ça prend, il faut continuer. Moi, je suis assez optimiste. Je veux dire que je sens quand même une évolution assez rapide, quoi qu'on en dise, et que quelque part, la loi qui n'est pas parfaite, c'est vrai, mais elle a l'avantage quand même d'avoir un peu bousculé. Merci. Vous venez de parler des espaces bâtis, non bâtis, justement. Alors, je vais donner la définition d'être un bon maire, être une bonne directrice du SCOT. Est-ce que c'est faire avec la densité, porter un regard sur le bâti, le non bâti? La question me sèche un peu. Je ne sais pas très bien ce que c'est qu'être une bonne directrice de SCOT. Moi, ma ressource première, c'est des élus. Alors, comme je pense en aménagement, comment gérer durablement nos ressources, enfin, je pense qu'être un bon directeur, de mon point de vue, c'est peut-être alors donc de gérer durablement ces élus et de les nourrir de manière à ce que, justement, ils incarnent aussi le changement. Mais alors, pour revenir sur la question de faire avec, alors faire avec la densité, c'est le sujet de la sobriété foncière, et puis on s'en fait une montagne. Tout à l'heure, je disais, commençons par travailler à partir de nos atouts, à partir de ce qu'on a sous nos yeux. Je vais vous donner un exemple sur notre territoire. Nous, globalement, quand on ramène, et c'est un exercice que vous pouvez tous faire. Donc en fait, voilà, c'est le petit tips pour que peut-être ça dégonfle un peu dans vos territoires cet enjeu. Quand on ramène l'ensemble de nos logements, je vais juste parler de densité résidentielle, quand on ramène l'ensemble de nos logements sur l'ensemble de nos espaces urbanisés, je vais faire simple, même si des fois après on retire aussi d'autres choses, mais je ramène à notre échelle, sur notre territoire, on est à 15 logements à l'hectare. Mais avec de très grandes disparités. C'est-à-dire qu'une commune comme Bayonne, elle est à 58 ou 59 logements à l'hectare, mais ça veut dire que j'ai 90 communes qui sont à moins de 4 logements à l'hectare. Urbanisées, hein. Eh bien, dites-vous que vous projetez vos besoins en logement futur et vous les ramenez sur cette même enveloppe déjà urbanisée. On ne parle même pas de consommation, juste sur cette enveloppe. À notre échelle, ça fait moins de 3 logements à l'hectare urbanisés. Donc en fait, je parle de densité moyenne. Donc c'est vrai que si on travaille sur les projets, c'est un peu différent, parce qu'il y a plein de tissus sur lesquels on n'intervient pas, mais c'est aussi ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en réalité, on fait aussi porter à l'extension tout le projet urbain. Donc non, il faut aussi agir dans le tissu existant et passer de 15 à 18 logements à l'hectare en termes de forme urbaine. C'est pas non plus tout ce qu'on nous raconte de si horrible et que les gens ne veulent pas. On peut tout à fait travailler la qualité des projets
dans le tissu existant. C'est extrêmement intéressant de re-questionner nos tissus existants. Tous n'auront pas vocation parce qu'ils ne sont pas forcément bien placés, parce que peut-être ils sont support d'un urbanisme sur lequel ça va coûter trop de retravailler, mais en réalité, on a vraiment les moyens d'agir dans l'existant. Et donc, aujourd'hui, globalement, je pense que les territoires, les collectivités sont capables d'avoir un projet, et l'ont en fait pour les espaces bâtis, mais pour tenir l'évolution le fameux changement de paradigme, en fait, il faut tenir les deux bouts du changement de paradigme. Avoir un projet pour les espaces bâtis, c'est très bien, c'est essentiel, c'est nécessaire, mais il faut aussi avoir un projet pour les espaces non bâtis. Parce que si les espaces non bâtis, en fait, rapportaient autant que l'espace bâti, les questions qu'on se pose aujourd'hui, on ne se les poserait pas. Donc, en fait, redonnons de leur valeur. Nous en avons besoin pour survivre sur le territoire. Il en va de la vivabilité de nos territoires, ces espaces non bâtis. Donc, ayons un projet ambitieux pour ces espaces, et je pense que on cheminera plus facilement sur ces sujets. Si nous arrivons quasiment au terme de cette première table ronde, Didier Locatelli, vous venez d'entendre parler de densité, vous-même vous faisiez le constat, on est dans un pays peu dense, mais il y a du monde partout, ce mitage. Est-ce que vous souhaitiez réagir aux dernières Oui, on a une armature territoriale très particulière, peu dense, du monde de partout. Donc ça donne, on parlait tout à l'heure des métropoles, mais on a 7 métropoles de moins de 300 000 habitants, on en a 12 de moins de 500 000. Les grandes villes, ça? Non, c'est pas des grandes agglomérations. Il y a 52 agglomérations millionnaires en Europe, on en a 4 en France. On n'a pas cette armature-là. Par contre, cette armature-là, avec des villes moyennes, des centralités rurales, la forme originale, elle est dense. C'est à partir des années 60 qu'on commence à se diluer. Et au départ, elle est dense. Et quand on associe la densité à la mauvaise qualité de vie, la Courneuve est 2 fois moins dense que le 16e arrondissement. Peut-être mieux dans le 16e qu'en la Courneuve. Donc, voilà, c'est pas nos formes originales, la ville haussmannienne, le village, voilà, c'est des formes denses. Donc, quand on, je reviens juste aussi sur la question du logement. On nous dit que le ZAN, ça va accroître la crise du logement. Mais depuis 68 en France, on construit plus de logements qu'il y a d'évolution du nombre de ménages. Et dans le même temps, on a 60% de logements vacants en plus. Voilà, c'est ces focales-là qu'il faut changer.